Bonjour Stéphane. Salut Mario. C'est une espèce de scène de cinéma qui s'est jouée au musée du Louvre en fin de semaine avec un vol, mais un vol, on dit des bijoux si précieux qu'on a de la misère à mettre un chiffre Un prix. en millions d'euros, combien ça vaudrait, tellement c'est inestimable ce qui a été volé. C'est surtout du patrimoine. Ce sont des bijoux qui appartiennent à l'histoire française qui sont exposés, qui étaient exposés dans le musée le plus fréquenté au monde et qui ce matin est encore inaccessible au public, fermé hier, fermé encore aujourd'hui. Parce que c'est une scène d'enquête et aussi parce qu'on se pose des questions sur les mesures de sécurité qui avaient été mises en place, qui étaient en place. Il y a un audit qui avait été demandé par la nouvelle patronne du Louvre il y a quelques années. Des réponses avaient commencé à être livrées au compte-gouttes, les premières étant que c'était assez mal sécurisé. Et la preuve en est ce casse qui a été organisé hier matin, en plein jour, 9h30, 7 minutes top chrono pour monter au premier étage, casser une fenêtre, entrer dans la salle où étaient exposés ces bijoux, donc des boucles d'oreilles, diadèmes, et une quantité donc pas importante, mais néanmoins essentielle d'un point de vue patrimonial, de bijoux qui ont été dérobés derrière une cloche de verre qui n'était pas blindée. Alors c'est avec une disqueuse qu'on est rentré dans la pièce où ça se trouvait. Ils ont réussi à fracasser le verre de la fenêtre, puis ensuite avec la même disqueuse, ils ont pu faire sauter la cloche de verre qui théoriquement protégeait les bijoux. Et c'est là que ça devient, je dirais, un drame national susceptible de nous faire oublier l'autre drame national qui est la brièveté des gouvernements au pouvoir. La politique, pendant 48 heures, a cédé le pas au braquage. Puis, je sais pas si tu es un peu familier avec la culture française, mais moi, j'ai l'impression, sinon même la certitude, que la France, c'est le dernier pays des braqueurs, des gros bracos. J'ai déjà été témoin, place Vendôme, d'une opération où on a vu alors j'ai pas vu le casse comme tel, mais j'ai vu les motards partir dans un bruit infernal. Et là, t'apprends quelques secondes plus tard avec les sirènes que c'est parce qu'une des bijouteries célèbres de la place Vendôme s'était fait cambrioler. Ils arrivent, ils Pas par Arsène défoncent. Lupin, là. Alors, c'est pas tellement Parce que Arsène Lupin, Arsène parce que Lupin dans avait le fait un cambriolage place Vendôme, si je ne m'abuse. mais c'est Le surtout nouveau qu'en Arsène général, Lupin. Arsène Lupin, oui, puis il s'est intéressé aussi au Louvre. Mais en général, Arsène Lupin surmonte à Maurice Leblanc et aux personnages historiques. C'est quelqu'un qui se faisait généralement passer pour quelqu'un d'autre, qui dupait les victimes. Il n'y avait pas de victimes, c'était toujours fait, enfin, il n'y avait pas de victimes de façon violente. Ça se faisait toujours de manière assez élégante et tu réalisais à un moment donné qu'il manquait un morceau dans ta collection. Là, c'est beaucoup plus violent, ce l'est quand on s'attaque aux bijouteries de la place Vendôme ou quelques autres grandes bijouteries du boulevard Saint-Honoré. Mais hier, modus operandi tout simple. C'est par l'extérieur. Ils avaient un monte charge qui leur a permis rapidement d'accéder, entrer, sortir avec les bijoux, partir sur de puissants scooters. L'enquête, pour l'instant, nous donne aucun indice. Peut-être sont-ils mieux renseignés que ce qu'ils communiquent, mais c'est surtout la consternation et l'échec de ce qui était annoncé. Parce que c'est pas la première fois d'abord que le Louvre est victime de pareils vols. La Joconde a déjà disparu. Il y a des tableaux célèbres qui ont été volés. Là, les bijoux. Il y avait des bijoux en or aussi qui avaient été volés dans un autre musée il y a quelques mois. L'alerte avait été sonnée. Sommes-nous suffisamment en mesure de protéger nos institutions patrimoniales? D'autant que le constat, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur, mais qui jusqu'à récemment était le préfet de Paris, qui disait nos grandes bijouteries sont mieux protégées que le sont nos grands musées. C'est pas terriblement rassurant. C'est évident que le Louvre, c'est des dizaines de milliers carrés de mètres à protéger, sécuriser. Mais la simple idée qu'une fois que l'alerte est donnée, tu peux pas fermer des volets et emprisonner ceux qui se trouvent à l'intérieur. Tu peux pas faire ça. Il n'y a pas de moyen de sécuriser les lieux. Il n'y a aucun système de protection sophistiqué, par exemple du traçage ADN avec des produits chimiques qui sont enduits sur les bijoux, les pièces, de façon à ce qu'on puisse les retrouver, les identifier. Ça n'existe pas. Toutes les pièces du Louvre n'ont pas de caméra de sécurité. Dans un monde où en Chine, tu peux pas faire deux pas sans être continuellement sous l'œil de Big Brother. Euh,
au Louvre, une des sociétés les plus riches au monde, un des musées qui contient les plus grands trésors du monde. Le constat, c'est que toutes les pièces ne sont pas couvertes par des caméras de sécurité. Ça a quelque chose de grotesque, d'un peu pied nickelé, qui devient la caricature de ce qui cloche en France. Et il faut voir que toute la classe politique, je suis rentré moi ce matin à Paris, malgré mon décor de jungle tropicale derrière, et la classe politique s'en est donnée à cœur joie pour dénoncer cette espèce de faillite symbolique qui serait comparable à une faillite plus grande de la France dans son ensemble. Stéphane, est-ce qu'on considère que le cessez-le-feu tient encore le coup à Gaza ou c'est plus que fragile, là? C'est non seulement plus que fragile, il y a eu des échanges violents hier entre le Hamas et Israël, une intervention musclée des forces armées israéliennes à plusieurs endroits sur le territoire de Gaza. En fin de journée, on disait on revient au statu quo, c'est-à-dire à ce qui était mis en place depuis 9 jours. C'est toujours le cessez-le-feu. C'est ce que disaient les Israéliens après l'avoir violé, sous prétexte que des militants du Hamas avaient tué deux soldats israéliens. Il faut voir qu'il y a aussi un cessez-le-feu entre le Hezbollah au Liban et Israël qui a été des dizaines, sinon des centaines de fois bafoué, violé ou suspendu, je sais pas quel est le bon mot. On maintient l'idée qu'il y a un cessez-le-feu, mais ça n'a pas empêché les Israéliens d'attaquer profondément en territoire libanais, dans le sud à tout le moins, pour riposter à ce qui était perçu comme des provocations du Hezbollah. Alors, est-ce qu'on rentre dans une espèce d'espace où on va continuer de dire qu'il y a un cessez-le-feu, mais pour autant, il y aura des escarmouches, souvent violentes. Est-ce que ça va changer quelque chose au retour des populations? Est-ce que l'étau de l'armée israélienne pourrait se resserrer à nouveau autour de Gazaville? Personnellement, j'en suis absolument convaincu. La seule chose qui, pour l'instant, retient les Israéliens, c'est probablement Donald Trump qui ne veut pas être publiquement déculotté, qui doit croire à son affaire, ne veut pas être humilié et va tout faire pour qu'un minimum de temps, on maintienne l'illusion du cessez-le-feu. Mais dans les faits, puis on l'a vu la semaine dernière, Israël menaçait très clairement le Hamas en disant on nous a pas renvoyé toutes les dépouilles des otages qui étaient entre les mains du Hamas. Il en manquerait 16. 12 dépouilles ont été remises, il en manquerait 16. Et déjà la semaine dernière, c'était comme le prétexte que voulait utiliser, dont pouvait se servir le gouvernement de M. Netanyahou pour justifier que les conditions n'avaient pas été respectées, n'ayant pas été respectées, il était possible à nouveau de passer à l'offensive. Moi, je pense que c'est une espèce de perspective où on verra à la carte ce que choisiront les Israéliens comme prétexte, et il y en aura indiscutablement pour ou intervenir ponctuellement, ou décider que le cessez-le-feu s'est terminé. Ils ont récupéré leurs otages vivants. Il n'y a pas de négociation substantielle sur la suite des choses. Je crois fondamentalement que c'est presque tout bénéfice pour M. Netanyahou, appuyé aussi par une forte proportion de la population israélienne qui ne verra pas d'un mauvais œil qu'on finisse la job, parce que qu'est-ce qu'on a constaté la semaine dernière, je te laisse là-dessus sur la portion Hamas, c'est que le Hamas était beaucoup moins affaibli qu'on l'imaginait. Quand ils sont sortis de leur tunnel, il y avait encore des soldats, il y avait encore alors c'est pas l'organisation militaire qu'elle était il y a 2 ans, mais il y a encore beaucoup de gens armés qui sont capables de faire la loi dans les rues ou ce qui reste des rues et qui peuvent éliminer leurs opposants. Donc, il reste des soldats du Hamas, Israël le sait, parce qu'il attendra un prochain prétexte pour continuer ce qu'ils avaient amorcé de faire. C'est la grande question. Merci Stéphane.